a commencé. Ah, on est pas mal, on est presque 60 personnes. Ah, Alors, La dimension de la communauté qu'elle a été. Westhofen attire du monde. Ah, Westhofen attire beaucoup de monde. Il y a Pas seulement Mignan, les communautés juives. il y a Mignan aujourd'hui à Westhofen. Hein. Ah oui. Un grand Peut-être mignon. on aura du kirsch peut-être à Westhofen. Ah, c'est une bonne idée. Même le bonne front, cerise. il est là. Même le front, il est là. Et ça a servi à la fin de la réunion? en tout cas, il y aura des cerises. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est même pas dans les striés. Nous, on ne se contente pas du virtuel. Hein. Non, mais c'est la pleine floraison et le jardin, On t'attend très mal, Jean-Pierre. et le jardin des cerisiers, il doit être en pleine floraison et on est confiné à On ne la. l'entend pas, on ne l'entend pas. Tu n'entends pas? Oui, il y a- De loin, de loin. Il y a un jardin de cerisiers à Westhofen et à mon Oui. avis, il est complètement, aujourd'hui, il est complètement fleuri et on est confiné, on ne peut même pas y aller. C'est pour ça qu'on a des gens de Westhofen ici. Voilà, j'ai mis le micro plus fort, ça va mieux? Ouais, beaucoup mieux. un peu mieux, oui. Tant qu'il n'y a Un pas peu de mieux. kirsch aux arbres, on s'en fout. Hein. Comme ça, alors. Bon, je pense qu'aujourd'hui, presque tout le monde, on va parler. Il y a intérêt, ouais. Voilà, de manière naturelle, mais on a beaucoup de monde qui a beaucoup de gens, de choses à dire et il y a beaucoup d'attachement aussi. Et je ne sais pas avec qui on commence. Bah, Je propose que Laetitia, tu veux nous dire un petit mot au début? Oui, Voilà, comme toi, tu te trouves à Westhofen, alors, voilà, tu as le droit de commencer. ok. Ça va, vous m'entendez bien là? Oui, on te voit. Comment s'appellent les gens de Westhofen? Alors, West- est-ce que Yoav, juste, faut couper les micros hein, de tout le monde. voilà, parce c'est qu'on ça. entend rien. C'est ça que je voulais demander à tout le monde. Si vous pouvez pour l'instant couper le micro, Ouais. parce qu'on est beaucoup et voilà, il y a des vagues. Voilà. C'est bon, je pense. On peut commencer. Ok. Alors bonjour à tous et bienvenue à Westhofen. Donc Yoav nous a proposé de faire une petite conférence aujourd'hui sur le patrimoine juif de Westhofen. Donc je laisserai Bernard Classe après se présenter et prendre la parole. Moi donc je suis Laetitia, secrétaire de l'association d'histoire. Et, je ne suis pas originaire de Westhofen. Je n'ai a priori aucune attache avec Westhofen. Mais je crois qu'on m'a quand même bien accueillie. Donc, je suis rentrée dans l'association dès l'emménagement ici, il y a 10 ans. Et voilà, on a beaucoup œuvré sur le patrimoine juif depuis de nombreuses années avec Yoav et avec beaucoup d'autres gens, et notamment aussi avec Charles Cugel, que vous avez peut-être vu en conférence vendredi dernier, donc sur sa synagogue grenier. Donc, on lui apporte du soutien. On entend très mal. Oui, il faut parler plus proche. Ouais, on entend très mal. Oh, il y a encore plein de micros ouverts, semble-t-il. Voilà, j'éteins tout doucement, mais je pense que c'est à vous à éteindre le micro. Voilà. Oui, Laetitia, tu peux continuer. Oui, donc je disais, on travaille aussi de façon très rapprochée avec Charles Cugel, que vous avez peut-être vu vendredi si vous avez assisté à la conférence Zoom sur sa synagogue grenier, ou sur son grenier synagogue. On essaye de lui apporter tout le soutien qu'on peut, et voilà, il fait aussi partie de l'association de Westhofen et environ depuis quelques années. Voilà, bon, j'ai pour l'instant rien à ajouter. Je vous montrerai peut-être après, en fonction de ce dont Bernard aura besoin, ou toi, Yoav, des photos, des cartes postales anciennes du village pour situer la synagogue au centre du village. Je n'ai pas trouvé de vue où on voit aussi le cimetière juif, mais on pourra au moins vous expliquer. D'accord. Alors, on peut voir ça un peu plus tard. Et maintenant, Bernard, voilà. J'active ton micro. Voilà, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Donc, bon, je vois sur mon écran qu'il y a beaucoup de têtes connues que j'ai déjà croisées à Westhofen lors de diverses manifestations. Mais si je puis me permettre, je vais peut-être quand même faire une présentation rapide du patrimoine de la communauté israélite de Westhofen qui a vécu ici pendant 6 siècles.
il y a du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel, hein. On l'oublie un petit peu, celui-là. Alors, en matériel, il y a bien sûr la synagogue, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui est un magnifique bâtiment qui appartient à la commune depuis 2004 ou 2005 environ. À l'époque, elle était menacée dans sa survie sur le plan matériel, puisque il y avait non seulement il n'y avait plus de fenêtres, plus de vitres aux fenêtres, mais il y avait surtout des infiltrations d'eau au niveau de la toiture qui menaçaient la solidité du bâtiment. Donc il a fallu faire vite. La mairie, sous la direction de Pierre Geist, était motivée pour faire quelque chose. Et bon, Pierre connaît très bien les leviers pour récolter des aides publiques et trouver les bonnes personnes qui peuvent faire avancer les dossiers. Et donc, de ce fait, le consistoire a cédé pour l'euro symbolique à la synagogue, à la commune, qui a donc entrepris dans la foulée les travaux de restauration. Et donc, le bâtiment est, depuis cette date-là, sauvé. La toiture a été réparée. On a remis de nouvelles fenêtres sur mesure dans le bâtiment. On a créé une issue de secours. Et ça en est resté là. Le bâtiment, malheureusement, est toujours un bâtiment vide, sans affectation, sans fonctionnalité non plus. On y fait, bien sûr, des visites, mais pour l'instant, c'est un bâtiment qui est, je veux dire, tout ce qui s'y passe est entièrement tourné vers le passé. Il y a un permis qui a été déposé, mais ce permis est relativement limité dans son importance, hein. C'est en quelque sorte plutôt un permis d'attente, restauration des intérieurs. Là aussi, il n'est pas question de finalité, disons de fonctionnalité. Mais bon, c'est un peu une politique qu'on a toujours à la commune de Westhoffen, avoir toujours des projets dans le tiroir au cas où il y aurait des disponibles financiers en matière de finances publiques. C'est des choses qui peuvent arriver, ça nous a... on a pu en bénéficier déjà à plusieurs reprises. On discutera peut-être un petit peu plus tard de l'avenir, mais en tout cas, donc c'est une position d'attente actuellement. À côté de ça, il y a bien sûr le cimetière. Alors pour le cimetière, il y a également quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a la partie ancienne, il y a encore des stèles qui sont couchées. Il y en a d'autres qui ont été volées, hein, disons-le, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup d'entre elles sont revenues et sont maintenant adossées le long du mur. Il y en a probablement, on en avait parlé lors de la réunion à Célestat, il y en a certainement encore qui sont enfouis sous l'herbe et qui ne sont plus visibles. Et on en avait déjà discuté avec Jean-Pierre Lambert, d'un projet de mettre en scène, en quelque sorte, ces anciennes stèles qui, même si elles ne correspondent plus exactement à l'emplacement où se trouvaient les défunts, mais pour l'instant, ces pierres ne sont pas, disons, elles sont couchées, elles ne servent pas à grand-chose. Il faudrait réfléchir à ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Le cimetière, je le rappelle, est toujours au consistoire. Comme patrimoine matériel, il y a également les marques lapidaires qu'on trouve dans pas mal de maisons de Westhoffen, les mezuzot. Et je voulais aussi profiter ici de cette réunion pour parler du patrimoine non matériel. Il y a encore des personnes âgées qui ont des souvenirs des derniers habitants, des métiers qu'ils exerçaient. Dans cette maison se trouvait le boucher, dans cette autre il y avait Samuel Kahn, le distillateur, etc. etc. Là aussi, ce serait peut-être intéressant que notamment les familles de descendants dont les ancêtres habitaient Westhoffen, s'ils ont encore des documents ou des photos, nous les communiquent et nous, de notre côté, on essaye de faire le lien avec ce qui est visible sur place. Et on pourrait imaginer, par exemple, une espèce de parcours avec des marques au sol, genre Stolpersteine, et un parcours QR code pour évoquer les personnalités, les noms des gens qui habitaient ici, qui ont travaillé ici. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je lance la discussion. Je voudrais dire, il y a un élément de patrimoine dont tu n'as pas parlé, Bernard, qui pour moi est important à Westhoffen, c'est aussi l'église Saint-Martin.
Et ces deux vitraux, tout à fait contradictoires, puisqu'il y en a un qui représente Judas avec un chapeau juif, et l'autre Simon de Cyrène, donc qui aide le Christ, hein, c'est l'entité, celui qui le dénonce, et celui qui l'aide côte à côte avec le même chapeau juif. Et là, je trouve que c'est quand même une symbolique extrêmement forte. Alors ça, c'est à Saint-Martin, sur la banque. J'ai malheureusement jamais pu faire de très très bonnes photos, j'en ai, mais elles sont assez minables. Jean-Pierre, pour t'interrompre, on avait fait des photos de ces vitraux quand il y avait l'échafaudage à l'intérieur de l'église. Je vais essayer de les retrouver, mais il n'est pas dit que je les ai sur cet ordi-là. D'accord. Ça serait bien, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez rare en Alsace, hein. Il y en a eu d'autres, mais c'est quand même un des exemples les plus frappants de ce côté-là. Simon de Cyrène, on le retrouve aussi, effectivement. Très bon juif aussi, d'ailleurs, avec Transfilaire, mais c'est quand même l'un des deux seuls exemples. Que Judas soit vilipendé, on a l'habitude. Ça, c'est important, il me semble, à Westhofen. Il y a par exemple, effectivement, des familles anciennes. Moi, on m'a dit un jour que la famille Leuve, chez qui j'achète tous mes fruits et légumes, quand je ne suis pas chez Dimer, est un descendant de famille juive. C'est un non-juif typique, effectivement. Voilà. Ce que je pouvais rajouter. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait peu? Qu'est-ce qu'il nous fait, Yoav? Pour plus rien là. Il n'est plus devant les photos anciennes. Oui. J'entends plus rien. Est-ce que c'est général ou? C'est général. Oui. Oui, encore un autre élément. On ne voit plus, on n'entend plus, Yoav. Yoav, ton micro est fermé. Voilà. Nous, on t'entend, Jean-Pierre. Oui, il y a un autre élément de patrimoine qui me paraît essentiel. C'est la synagogue dite ancienne, qui est donc la maison, j'ai appris hier, en écoutant qu'elle venait d'être vendue. Je pense que si la personne l'a rachetée, il va la transformer. Et je crois que les gens de l'inventaire, qui ont de très bons photographes, étaient prêts à venir. Je pense qu'il faudrait absolument très rapidement faire une tournée très, très soignée dans cette maison pour reprendre exactement ce qui s'est passé, hein, pour la photographier. C'est la maison qui se trouve à gauche de la place. Oui, à gauche de... Qui fait le coin à l'entrée. À l'entrée à gauche, oui. Ouais. Alors là, j'ai déjà quelques photos de ce qui reste de la choule qu'il y avait à l'époque. Il serait bon de faire un vrai travail là-dessus avant qu'elle soit transformée. Alors, j'avais essayé de contacter les nouveaux habitants, mais je ne suis pas certain qu'ils y habitent déjà. J'avais essayé effectivement de les contacter pour les informer de ce qu'il y avait dans leur maison. Et bon, pour l'instant, avec le confinement, ça s'est arrêté là. Hein. Non, mais je dis que pour moi, ça me paraît aujourd'hui le dossier prioritaire sur Westhofen. D'accord. Et quelqu'un veut réagir par rapport à la carte postale? Il y a l'école aussi, hein, je crois, non? Non, la Barthes? La maison du rabbin. La maison du rabbin à droite. La maison du rabbin à droite, oui. Mais la Barthes, c'était quoi? Parce que je ne sais pas ce qu'est la Poste actuellement. Oui, en fait, le rez-de-chaussée avait été bâti pour être une halle de marché et à l'étage, il y avait donc l'école juive. Mais apparemment, elle n'aurait pas fonctionné très longtemps, faute d'effectifs. Ouais, bon, c'est vrai qu'à cette époque, Westhofen, là on est dans les années 1980. Oui, c'est ça. J'ai noté quelque part, c'est ça. Hein. Alors, je vais passer. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ok. Je vais passer les photos. Ensuite, restait 200 juifs quand même. Hein. Et on peut réagir. Et voilà. Qu'est-ce que ça marche? Voilà, là on voit la synagogue. La qualité des photos n'est pas terrible, mais au moins on voit la synagogue qui est à l'extérieur, très bon état. Bah, ce n'était pas le cas en 97. Voilà. Il faut dire que la mairie vraiment s'est engagée avec les projets de la synagogue. Totalement. Oui. Voilà, là on voit des vieilles photos à l'intérieur. Alors, il y avait eu en son temps un projet de l'université de Wiesbaden qui avait fait une reconstitution en 3 dimensions
de la synagogue de Westhofen. Oui, on la trouve, je crois qu'on la trouve même sur YouTube. Il est sur YouTube et il voulait en faire un bistrot. Non, en fait, il y avait un concours d'architecture intérieure. Exactement. Et donc, parmi les multiples projets, il y en a un qui avait effectivement émis cette idée disons, oui, d'une vinothèque, quoi. D'accord. Alors, j'ai mis une photo que j'aime beaucoup là, comme vous voyez, la troisième à droite. Ah, le tableau électrique. Voilà, c'est un énorme tableau électrique, énorme. Il répond aux normes actuelles. Voilà. C'est le même Abenfeld. Depuis 100 ans, oui. C'est le même Abenfeld qui est encore utilisé. Ça serait un des premiers trucs à vérifier. Voilà, alors peut-être, Bernard, par rapport, quand même, il y a d'activités, pas énormément, mais vous faites une fois, 2 fois par an. Il y a les journées des patrimoines juifs, il y a Hanouka. Oui, c'est ça. Et puis bon, les visites, chaque fois qu'on emmène un groupe de visiteurs, hein, c'est un passage quasi obligé. Hein. Voilà. Je viens de prendre conscience d'un truc assez rare. J'ai vu nulle part, Michel, je ne pense pas que tu l'aies vu non plus. C'est qu'il y a 2 barrières. Généralement, il y a une barrière autour de l'Almémor qui est rappelée. Ouais, mais ça, ouais. Il y a 2. Ça, c'est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'ils ont séparé, et du point de vue rituel, ça se comprend, ils ont séparé la partie où il n'y a que le prêtre qui a le droit de rentrer, à l'époque biblique, de la partie où, où on peut mettre les autorités. Donc, ils ont constitué le facteur 3 et non plus le facteur 2. Le peuple, les notables et donc le Saint des Saints, quoi. Troisième partie. Ça, c'est Michel, tu veux dire peut-être un petit mot par rapport à l'Aaron HaKodesh? À vrai dire, l'Aaron HaKodesh, c'est le style classique avec la partie qui ressort par l'extérieur, par l'arrière. Et il n'y a rien de... Il a exactement la même forme que l'entrée, si vous avez remarqué. Il a exactement la même architecture. Que le bâtiment extérieur et intérieur. Ouais. Il y a une unité dans cette synagogue qui est très très rare. Mais les deux barrières, je n'ai jamais vu, je viens de les remarquer. Hein. Alors, là, il y a une autre photo ancienne. Il y a eu beaucoup de cartes postales anciennes concernant Westhofen avec où apparaissait la synagogue. Alors, il y a un élément qu'il faut remarquer sur cette photographie ancienne. Il y avait des lucarnes de toit sur la toiture d'origine. Alors, celles-là, déjà avant la remise en état récente, elles avaient déjà disparu. Hein. Je pense qu'elles devaient être des lucarnes en zinc, sans doute. Parce que je veux dire qu'il y avait une Génisa. Alors, on va toucher à l'histoire. Qui veut prendre la parole par rapport à l'historique? On peut peut-être dire simplement un mot, c'est que c'est absolument effarant, effarant, extraordinaire, le nombre de gens très bons, de très grande qualité qui sont nés et qui ont vécu à Westhofen. Et je me suis toujours posé, alors ça c'est un peu personnel, pourquoi Odratzheim, qui est juste à côté, dont on pourrait parler un jour d'ailleurs, Odratzheim n'a jamais eu beaucoup de personnes connues. Par la famille des Matzot, il n'y a jamais eu de personne importante sortie d'Odratzheim. Et je crois que c'est uniquement dû au fait qu'il y avait une école rabbinique de très grande qualité, hein, depuis 1520 où la deuxième communauté apparaît. Et je pense que le fait qu'il y ait une école rabbinique de côté a fait qu'il y a eu une espèce d'annihilation intellectuelle qui fait qu'aujourd'hui, Westhofen est de loin le village d'Alsace où il y a eu le plus de grands intellectuels, d'hommes prestigieux qui sont nés ou qui ont travaillé. Le fait qu'il y avait donc le siège du rabbinat territorial de la partie rhénane du comté jusqu'en 1712 implique qu'il y avait automatiquement une yeshiva? Et donc c'était important. Ça devait être une bonne yeshiva, pas comme celle d'Ettendorf qui était, paraît-il, complètement pourrie. Mais... Parce que là, on n'a pas vraiment de traces écrites et où elle se situait. Puisque comme ce bâtiment qui est situé à l'angle étiqueté ancienne synagogue, il y a des éléments un petit peu troublants.
Et on peut se demander si c'était bien une synagogue ou peut-être pas plutôt une yeshiva. Une yeshiva et une synagogue, c'est pareil. Hein. On fait l'office dans la yeshiva aussi. Oui. La synagogue, c'est pour toute la communauté. La yeshiva, on fait l'office tous les jours. Mais comme il y avait des moulures au plafond, je ne pense pas que dans une yeshiva, on aurait fait spécialement des moulures au plafond. On a peut-être récupéré l'ancienne synagogue pour faire une yeshiva. Pas possible. Mais là, il y a un facteur complètement étrange sur Westhofen qui, moi, m'attire. Plus de temps, je passerai des jours et des jours là-dessus, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Si quelqu'un a envie, hein, pourquoi l'arrière-grand-père de Karl Marx est devenu grand rabbin de Westhofen, ça pose problème. Pourquoi les rabbins Guggenheim sont passés à Westhofen, etc., etc. Hein. Ou à Trenheim ou à Balbronn, mais c'est la même communauté en réalité. Oui, c'était les mêmes personnes. Hein. La même communauté. Hein. La même communauté. Alors, d'ailleurs, c'est, je veux dire, pour tous les habitants, hein, chrétiens et israélites. Hein. Quand on regarde la généalogie, on est impressionné par la fusion des trois localités, hein, au niveau familial. Hein. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient beaucoup de kirsch à Ça boire? tourne en rond. Hein, non, mais est-ce qu'ils avaient beaucoup de kirsch à boire? C'est pour ça qu'ils sont arrivés intelligents. alors, il faut que, Michel, sur ton site, il y a de magnifiques informations par rapport au Westhofen et par rapport aussi aux personnalités. Il y a une personnalité à laquelle que je voudrais évoquer, Oui. c'est celle d'un certain dénommé Faisal Khan. Faisal Khan était un personnage assez atypique et contrairement à ce qu'on dit souvent que les connaissances juives n'étaient pas très approfondies en Alsace, mais là on a tout à fait l'exemple du contraire avec cette personnalité qui était Faisal Khan, qui est né vers la fin du 19e siècle et qui est décédé peu de temps après la Première Guerre mondiale et qui était un grand Talmid Chacham qui recevait des gens qui venaient même d'Europe de l'Est pour étudier le soir la nuit, qui étudiaient la Kabbale, le Zohar, et qui était très attaché à la terre d'Israël. Et on a pour exemple le fait qu'il ait quitté Westhofen pour se rendre en Israël, pour se rendre en Terre Sainte plutôt à l'époque, où il est parti avec sa sœur. Il n'a pas résisté très longtemps là-bas parce que où il avait le HIV ou des problèmes financiers pour pouvoir continuer à vivre là-bas. Et il est revenu en Alsace à Westhofen où il a continué. Il était aussi, je crois, Moël et Chochet, me semble-t-il. On sait que après coup, il a fait une deuxième tentative pour repartir en Terre Sainte. Il est arrivé jusqu'à Marseille, mais là-bas, il s'est cassé une jambe et sa deuxième tentative a été vouée à l'échec. Et donc, il a été rapatrié par son fils qui est venu le chercher. Et finalement, il est enterré et c'est la pierre tombale que vous voyez en face. Ici repose un homme aimant Sion et recherchant les mitzvot, se levant tôt et se couchant tard pour la Torah et la prière. Rabbi Shraga nourrit de son pain et pratiquait la charité. Il a introduit des enfants dans l'alliance d'Abraham. Tes amis ont loué ton nom. Tes fils et petits-fils ont parlé de ta grande bonté. Ta récompense là-haut sera égale à la bonté de ton cœur. Et tu reposes avec les justes. Il est allé dans son monde âgé de 85 ans, le 20 Iyar 1925. Et les deux mains que vous voyez, c'est le symbole des Kohanim, de ceux qui bénissent le peuple. Alors, j'aimerais retourner, il y a aussi des demandes dans notre groupe ici, et retourner un peu à l'arrière, vraiment parler de l'historique de la communauté à Westhofen. Les traces des Juifs, on voit à partir de quelle année? Écoute, on les trouve avant la guerre, on les trouve avant la Grande Peste. Hein. On les 1338. Moi, j'ai trouvé avant 1350, et ensuite c'est après 1520. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas après la Grande Peste. Il va falloir attendre le mariage des Alexandre et des Hanno, puisqu'au début, c'est la fusion des deux groupes qui se passe vers 1520-1530. Ce sera peut-être le premier endroit où les Juifs arriveront en 1520 On t'entend très mal, excusez-moi. Hein? Bon, je dis c'est le premier moment où des Juifs arrivent dans le Hanno Lichtenberg
en provenance d'ailleurs. Je pense qu'on a Molsheim, on a Obernai, etc. qui sont en train de fermer, et on a Dangolsheim qui se crée, et je pense à peu près en même temps Westhofen, 1520-1530. C'est la première communauté juive dans le Hanau-Lichtenberg. Donc ça, c'est l'histoire. Et après, elle va monter extrêmement vite, puisque là, j'ai quelques chiffres, hein, si ça vous intéresse. En 1689, donc en 1640, ils sont déjà 185. Et au moment où 1689, c'est important, parce que l'Alsace est intégralement française à partir de ce moment-là, ils sont 185. Je pense j'ai jamais regardé, mais je pense qu'à cette époque, c'est la plus grosse communauté alsacienne. Ils vont monter doucement, ils n'iront jamais très très loin. Le sommet, c'est vers 1850 à 200 à peu près. Et après, ils vont baisser, 1882, ils sont à 216. Ils vont baisser, mais relativement lentement, puisqu'en 53, il y a encore 38 personnes. Beaucoup d'endroits, il n'y a déjà plus rien. Donc, c'est vraiment une communauté qui s'est créée relativement tôt. Ce n'est pas une des premières communautés. Hein. La seule qui a survécu, qui avait passé toute l'histoire, c'est Haguenau, peut-être Rosheim, peut-être une autre dans le Haut-Rhin, bon, je ne sais plus, c'est pas grave, Bergheim, mais c'est une communauté relativement tôt, hein, de la deuxième génération, les communautés qui se produisent quand les grandes villes sont abandonnées, définitivement. Et pourquoi là-bas? Pourquoi Westhofen? Ben moi, je pense qu'il y avait tout près, tu avais quand même Obernai qui ferme en 1520, tu as Molsheim qui doit fermer vers 1480, tu as Rosheim qui est en grande difficulté. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et ces gens-là, ils vont aller très près, ils vont aller au Dratzheim, ils vont aller effectivement à Dangolsheim, où il y aura des gros problèmes, ils vont aller à Westhofen, donc ils ne vont pas très loin, tout simplement parce qu'ils peuvent continuer, Nidernais, tout simplement parce que je pense qu'ils peuvent continuer à alimenter leur marché naturel, leurs clients potentiels ou leurs fournisseurs potentiels, qui ne sont pas très loin. Je pense que c'est la suite logique. Quand une communauté juive est expulsée ou est supprimée en Alsace, tu t'aperçois qu'immédiatement, assez près, s'en crée une autre. Parce que bien sûr, ils ont l'interdiction de commercer à Obernai, de vivre à Obernai. Ils ont très vite l'autorisation de commercer. Et ensuite, tu as la guerre de 30 ans qui va favoriser, et ça on l'oublie souvent, le retour d'un grand nombre de juifs en Alsace. C'est étonnant, mais il y a un tas de choses improbables qui se passent pendant cette guerre de 30 ans. Toutes les autres communautés disparaissent et la communauté juive se remplume. C'est assez incroyable. C'est Denis Ingold et essentiellement qui avait travaillé là-dessus dans le Haut-Rhin. Malheureusement, la même qualité de travail n'a pas été faite dans le Bas-Rhin. Je ne suis pas assez bon pour faire ça. Ça demande des très grosses connaissances en allemand et en hébreu que je n'ai pas. Même si l'allemand ça va, mais pas en épigraphie. Merci. Alors, on va passer. Roger. Voilà. Alors, je sais qu'Olivier est avec nous. Je ne sais pas si je vais essayer d'activer le micro. Olivier Kahn? Je suis là, bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous voulez dire quelques mots par rapport au Roger Zichrono-Livracha? Beaucoup d'émotions en voyant ces photos, évidemment. J'ai beaucoup d'émotions. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et ce qui est dommage, c'est que Marcel ne puisse pas voir ce reportage, cette conférence. C'est ce que je regrette, quoi. Mais je lui en parlerai le moment venu, quoi. En tout cas, merci. Merci merci à tous, que ce soit la Société d'Histoire de Westhofen, merci au Consistoire d'évoquer Westhofen, et que ce soit la synagogue ou le cimetière ou Roger Zal, quoi. Merci à vous. Merci Olivier. Sachez, Monsieur Kahn, que tout ce que nous voyons aujourd'hui est enregistré. Donc, c'est certainement quelque chose que vous pourrez à nouveau revoir avec les personnes qui vous entourent. En emmenant mon ordinateur, vous voulez dire à Elisa, quand on pourra nouveau y aller? C'est ça.
Tu peux l'enregistrer et le présenter. Hein. Il n'y a pas de problème. Et toutes les émissions sont enregistrées. Et après, on va créer, je pense, aussi une chaîne de YouTube spéciale pour le patrimoine. Et là-bas, on peut voir toutes les émissions. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelque chose, je suis en train de regarder des documents. D'après Lutz, qui avait écrit un article dans la Chaz, en 1972, il y a eu une deuxième synagogue qui existe toujours, qui était au 20, place de la synagogue. À un moment donné, une synagogue à cet endroit-là. Donc, en fait, on serait devant la troisième, on n'est pas devant la deuxième. C'était la maison de Sally Kahn. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que la yeshiva se trouvait là ou est-ce qu'elle se trouvait dans l'autre? Ça mérite de regarder de près. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faudrait faire à Westhofen. C'est Fabien, et je pense un peu à lui aussi aujourd'hui. Fabien Ville qui m'avait dit à l'époque, qui m'avait écrit que lui, il pensait, il avait des preuves qu'il y avait eu de gros dégâts dans les cimetières, également à la Révolution, qui serait logique puisque pratiquement tous les cimetières d'Alsace ont été plus profanés, il faut le savoir, plus profanés à la Révolution française qu'avec les Allemands. Ça, on peut en parler une autre fois. Pourquoi les Allemands n'ont pas profané les cimetières? Mais je trouve des documents récemment intéressants là-dessus. Ça dépend lesquels. Beaucoup plus, les cimetières anciens ont été beaucoup plus abîmés par les Allemands, par la Révolution française que par les Allemands. C'est assez étonnant, mais on sait pourquoi d'ailleurs les Allemands n'ont pas fait plus. Hein. Il y a quand même certains cimetières qui ont été profanés par les Allemands, il y en a quelques-uns quand même. Il y a quelques-uns, mais beaucoup moins en pourcentage que ce qui s'est passé à la Révolution. La Révolution, ça a été catastrophique. Et donc, Westhofen avait été profané par la Révolution. Donc, ça voudrait dire qu'il serait quand même intéressant également là, de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qui a pu se passer à cette époque? Au Rosenwiller, par exemple, on voit bien que toutes les tombes anciennes, si vous regardez une photo aérienne, c'est frappant, toutes les tombes anciennes sont cassées, gisent par terre, et il n'y a que les tombes à partir pratiquement de Cerbère qui sont debout. C'est très net, on le voit en photo aérienne, c'est impressionnant. Il y a dû y avoir un peu la même chose. Alors, ça vaudrait peut-être le coup si on pouvait trouver des photos anciennes des cimetières. Et Fabien me l'avait écrit, hein, il avait trouvé des traces là-dessus, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Il serait intéressant de savoir ce qu'il y a dans la partie gauche du cimetière où justement il y a certainement beaucoup de tombes qui sont couchées ou enfouies dans la profondeur. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, c'est ce que vous dites tout à l'heure. Absolument, oui. J'avais passé un coup de géoradar, hein. Il n'y a pas 36 moyens. Alors, on va discuter un peu des cimetières et malheureusement, on va discuter aussi de l'acte qui nous arrivait récemment. En fait, c'était la troisième profanation après Quatzenheim. Et voilà, je passe un peu des photos et on va voir, on découvre un peu le cimetière. Alors, Bernard, tu veux parler un peu de ces parties des cimetières? Parce qu'on peut diviser le cimetière, on peut dire par deux parties. En fait, il est en trois parties. Hein. Absolument. La partie ancienne qui est tout à gauche et qui est un petit peu surélevée. Oui. Ensuite, il y a la deuxième partie, et c'est là qu'il y a eu le maximum de profanation. C'est la partie du 19e siècle et qui est située en fait dans l'ancien Dorfgraben, c'est-à-dire le fossé qui entourait toute la localité. Et cette parcelle avait été achetée par la communauté après la Révolution. Je n'ai plus la date exacte. Ensuite, il y a une dernière partie, la plus à l'ouest, qui est actuellement, je dirais, en fonction et qui a été rachetée plus tard. Je me demande si ce n'était pas au début du XXe siècle. Donc, il y a eu plusieurs agrandissements. Il y avait déjà sur la partie ancienne, Nesman mentionne des agrandissements successifs. Mais les plus visibles, ce sont ces trois parties-là. Hein. Les portails, au début, étaient l'autre côté des cimetières, non? Oui, effectivement. Alors, il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est que c'est peut-être le seul village que je connaisse où le cimetière israélite était à l'intérieur des murailles, de l'autre côté du Dorfgraben. Oui, il était à l'intérieur, tout à fait. Ouais. Ah, c'est unique. Si vous en trouvez un autre,
Mais Alors- bon, le Dorfgraben de Westhofen est très particulier. C'est Boris Dottori qui le signale par son étendue. Habituellement, ça délimitait la partie habitée des parties non habitées, donc cultivables. Ce qui n'a jamais été le cas à Westhofen, puisque les archives mentionnent aussi des vignes à l'intérieur du Dorfgraben. Et à Strasbourg, quand la première communauté s'installe en 1150, le territoire choisi est un terrain marécageux qui n'est à l'intérieur des murailles, mais qui n'est absolument pas cultivable. Ils vont mettre leur cimetière à l'extérieur. Ouais. Et le terrain était inoccupé. On se dit toujours, ils ont construit tout près de la cathédrale. En fait, c'était un terrain vague, inondable. Ouais. Alors, malheureusement, on va parler un peu de la profanation qui est arrivée. Et je voulais juste vous dire une petite phrase par rapport à mes émotions. Et comme le maire m'a appelé, et moi j'étais à Célestat, et je roulais, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone, il y avait des bruits, etc. Mais à un moment, il m'a dit, il était profané, il est profané. Voilà, moi je roulais à 200 par heure au cimetière et je voulais juste vous exprimer, je pense que j'ai déjà mentionné ça, mais le moment que je suis entré au cimetière et j'ai vu les tags, franchement, et j'étais presque par terre. C'est incroyable comment quelques taches de couleur sur pierre, Ouais. ça peut nous toucher. Parce que moi, dans la voiture, je me suis dit, OK, il y aura quelques peintures, quelques tags, on va laver, voilà, tout va bien. Mais en fait, c'est incroyable comment ça nous touche, je pense, nous tous, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'on dit Westhofen, on dit aujourd'hui Quatzenheim ou Erlisheim, Sarre-Union, c'est vraiment des choses qui marquent dans l'histoire, dans notre histoire. Et voilà. Alors, je vais passer quelques photos et si vous voulez réagir par rapport à ça aussi. Voilà, et juste pour expliquer, là c'est l'entreprise on a demandé pour venir nettoyer. Et on a nettoyé les cimetières 2 jours et demi après la profanation, ou 3 jours. Et l'entreprise, il m'a dit, j'ai attendu votre appel. Voilà, alors c'est déjà, malheureusement, l'entreprise a l'habitude, comme il y a des profanations, et il sait qu'il faut venir vite et nettoyer. Une question idiote. Est-ce que vous en avez profité pour faire de bonnes photos de chaque pierre? Puisque le plus gros boulot quand on fait un inventaire de cimetière, c'est d'avoir des pierres propres. Oui. Je pense qu'il faudrait, s'il y a une campagne photographique à faire, il faudra la faire très rapidement et, entre guillemets, profiter de cette connerie pour faire de l'histoire. Il y a 1 an, j'ai photographié toutes les tombes du cimetière qui sont en ligne sur le site. Ce serait peut-être bon de reprendre, s'il y a des meilleures photos à faire, de les remplacer par du meilleur. Hein. Michel. Non, mais les photos de Michel sont très bien sur le site. Elles ont été prises juste un an avant les événements récents. Ouais. Ah oui, alors c'est des photos qui sont récentes. Si tu avais bien nettoyé les tombes, tu n'avais peut-être pas nettoyé comme elles sont normalement nettoyées quand Alors, on n'a pas nettoyé tout le cimetière, il faut savoir. nettoyer, il fallait Les tombes qui ont été profanées. Ouais, ouais. Il faudrait bien les prendre en photo pour qu'on ait des photos les meilleures possibles, quoi. Alors, je voulais vous montrer, je ne sais pas même comment, voilà, ça c'est quelqu'un le petit renard qui m'a fait des problèmes 1 fois par semaine. Et Monsieur Weiss qui s'occupe de cimetière depuis 25 ans, et il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui passe 3 fois par semaine pour voir l'état des cimetières. Il habite pas loin de là-bas. Et il était très attaché à Roger Kahn et au cimetière. Et le petit renard, toujours m'a fait des problèmes. Presque 1 fois par semaine, j'étais sur place pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr, on ne veut pas tuer les renards et sa famille, mais on a mis des cages, et on a mis de différentes choses. Et avec la mairie, on a essayé, mais chaque fois, il y avait des trous. En fait, pourquoi je montre les renards? La profanation s'arrêtait au moment où on voit les renards.
Et moi, et comme j'étais sur place avec la gendarmerie, etc., j'ai descendu en bas, les dernières tombes qui étaient taguées. Et à un moment, je vois une petite tête qui sort. Et le renard a sorti, il est resté devant moi, comme ça. Il n'avait pas peur. Il a resté, je pense, 30 secondes comme ça. Il m'a regardé, il a fait un petit tour. Et après, il est parti sur le mur, en sein du cimetière. Et voilà. Je pense que le profaneur a vu les renards pendant la nuit, pendant la profanation. Et c'est ça la raison qu'ils ont arrêté là-bas. Je pense sinon, tous les cimetières vont être profanés. Je pense qu'ils l'ont entendu, peut-être plutôt, hein, sans savoir ce que c'était. Ça fait Peut-être, mais la nuit, pendant l'acte, je pense que si on entend des bruits ou si on voit les yeux d'un petit animal comme ça peut arrêter l'action. Voilà, alors je montre aujourd'hui la photo de renard, même s'il fait des trous, même si on bouche le trou une fois par semaine, il a quand même sauvé une petite partie de cimetière. Et tu as toujours des renards à Königshofen, tu n'en as plus? À Königshofen, non, il n'y a plus. En bas, sur la tombe du Raram de Utenheim. Non, 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 depuis 2 ans, il n'y a plus. Tu as même des blaireaux, j'ai l'impression, maintenant. C'est gros. Non, pour l'instant, ça va. Bien. Alors, Laurent, est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à l'action, par rapport... je vois pas... Laurent? Laurent? Je ne sais pas s'il est avec nous. Laurent Blum? Oui. J'ai ouvert mon micro. Ah. Donc, il y a des personnes qui aimeraient savoir où on est l'enquête concernant cette profanation. Bon, il faut dire que nous avons reçu au consistoire à plusieurs reprises les gendarmes, la police. De gros moyens sont mis en œuvre pour rechercher les profanateurs. Des rondes incessantes sont faites à toute heure du jour et de la nuit pour essayer de trouver des indices. Des caméras ont été posées par le biais de la gendarmerie et de la police à des endroits bien spécifiques. Et malgré ça, on sait qu'on a affaire, enfin c'est d'après les quelques bribes de résultats qui en ressortiraient, c'est qu'on a affaire à des professionnels. Ce ne sont pas des gens incultes ou qui profanent de cette façon, mais il s'agit d'un petit groupe de gens très bien renseignés, pseudo-intellectuels, mais n'en savons pas plus. Sachez que tous nos cimetières sont surveillés de très près. Des rondes sont effectuées surtout la nuit, puisqu'on sait très bien que les profanations se font la nuit. Concernant Westhofen, il y a peut-être une omerta aussi qui s'est installée, sachant que ce cimetière est quand même vraiment au centre du village. Bon, voilà les éléments que je peux vous rapporter. Nous n'en savons pas guère plus à aujourd'hui. Merci. Je voulais ajouter juste que les 3 profanations qu'on avait à Erlisheim, à Quatzenheim et à Westhofen, il y a des habitants tout autour des cimetières. On a des maisons vraiment devant, derrière, à droite et à gauche. Et je pense que les paroles que Maurice Dahan, notre président, a exprimées là, étaient vraiment directes et très correctes. Il faut parler. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, je pense, qui reste jusqu'à aujourd'hui. On a les voyeurs de mémoire, on a parlé de ça il y a quelques jours, et on a des voyeurs de mémoire aussi à Westhofen. Comme tu as dit, Laurent, on a les surveillances de la police, de la gendarmerie. Même ce matin, j'avais la gendarmerie qui ont contacté parce qu'il y avait l'entretien à Wolfisheim, et il y avait l'entreprise qui entrait et là-bas, et tout de suite, il y avait un gendarme qui sont arrivés. Voilà.
Voilà, alors je voulais dans le même temps remercier encore une fois la police et la gendarmerie et les veilleurs de mémoire, hein. Alors, les cimetières, ils sont ouverts, ils sont disponibles à tout le monde. Mais dans le même temps, on essaye de faire tout ce qui est possible. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord lorsque on reproche aux gens qui habitent autour de ces cimetières une certaine omerta. Je ne le crois pas. Je pense que personne en Alsace, enfin des gens qui habitent autour des cimetières, se rendrait complice par le silence des salauds qui ont fait cela. Donc je pense que de ce côté-là, il ne faut pas faire de reproches aux villageois. Et j'espère que l'enquête finira par donner des résultats. Oui. Merci. Moi, je partage cet avis, effectivement. C'est relativement facile, quand vous allez dans un village comme ça, de nuit, effectivement, de rentrer dans un cimetière qui est mal fermé, ou d'ailleurs de ne pas passer par la porte, hein, mais je pense qu'il passe par ailleurs, c'est plus facile. Même passer par-dessus le mur d'entrée, hein, c'est pas difficile, hein, il n'est pas très haut. Oui. Par un mur général qui sont quand même relativement en pleine nature. Et puis après, bah, oui. La partie basse est totalement à l'abri des regards et là, on peut rentrer absolument sans être vu. Hein. Alors ça, c'est la photo qu'on voit de la partie bas. Ouais. Si vous êtes à 4 ou 5 heures du matin, le jour se lève, il n'y a encore personne de réveillé, on ne vous voit pas. Il y a tranquillement une demi-heure pour faire votre boulot. Hein. Absolument. Alors, je vous montre la photo au sujet, pour parler de la qualité et la taille des murs, mais dans le même temps, par rapport aux travaux qu'on a à faire là-bas. Vous voyez, ça, c'est le mur qui est parti des cimetières. On a encore des traces des portails qui étaient là-bas. Bon. Non, Bernard, l'entrée principale des cimetières était là. Oui, je pense. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est une partie qui cet été, c'est prévu pour restaurer le mur. Alors, si on remonte un petit peu plus haut, disons plus à l'ouest, oui. Il y a une partie qui donne sur un verger et bon, bah là, c'est, je veux dire, ceux qui viennent par là sont totalement invisibles. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Oui. Ouais. Pour répondre à Thierry qui a posé une question, je pense qu'on est assez proche de Quatsenheim. Par contre, on n'est pas proche de ce qu'on voyait il y a 10-15 ans à Saverne ou à Brumat. Donc il faudrait sortir les photos. Il faudrait vraiment faire une historique parce qu'on a Erlisheim, effectivement, qui est vieux. On a Erlisheim 1, Erlisheim 2, on a Saverne, Brumat, sa réunion qui n'est pas du tout pareil non plus. On a quand même des typologies de destruction très différentes. Par rapport au brume. Y compris entre ces 3 dernières profanations? J'ai l'impression que ça, c'est un peu les mêmes, d'après ce que j'ai vu. Bon. Et est-ce que les gendarmes disent quelque chose à ce sujet? Je suis pas de l'enquête, enfin, bon, je n'ai pas de contact. Hein. À Saverne, question plutôt pour Laurent, hein, pour Laurent Blum ou pour Yoav. À Saverne, c'était les mêmes instructions. Il n'y avait que des instructions, il n'y a pas eu de destruction. Les mêmes formes de croix? Il y avait des croix gammées et puis des inscriptions 66 et des choses comme ça. Ça, on avait également à... Ça, c'était la même... aussi, on avait ça. Ça a été nettoyé aussi très vite. Et puis la gendarmerie avait fait une enquête, mais au début, ils avaient beaucoup d'espoir et finalement, il y a eu... ils n'ont pas réussi à trouver les auteurs qui ont commis cette profanation-là. On peut encore avoir des photos. C'était tout à fait le même genre. Hein. Souvent, on dit que c'est comme on disait à une époque dans la campagne alsacienne, Kinderdings. C'est pas seulement des jeux d'enfants, je crois que c'est plus grave que ça. Oui, c'est ça. Alors, il nous reste, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient soit poser des questions, soit s'exprimer. Voilà. Donc, vous pouvez allumer votre micro. Oui, moi j'aimerais poser quelques questions. Oui. Au sujet de l'état général du cimetière où je vais régulièrement,
ça fait des années que j'ai demandé au consistoire comment il se fait que le long du mur, quand on rentre dans le cimetière, le mur à droite, il y a des morceaux de pierre tombale qui sont depuis des années, depuis qu'elles ont été relevées, elles sont à l'envers. C'est quand même surprenant que quand elles ont été posées là, qu'il n'y avait personne qui sache lire l'hébreu avec les ouvriers pour les remettre à l'endroit. Ensuite, j'ai regretté une chose, c'est quand le grillage à l'arrière a été posé, qu'il y a eu les travaux qui ont été faits à l'arrière, je crois pouvoir dire que ça a été très sauvage. Il y avait des pierres cassées dans tous les sens le long du grillage. Là aussi, c'est dommage qu'il n'y avait pas quelqu'un de compétent avec pour dire qu'est-ce qui était des pierres de fondation et qu'est-ce qui était des pierres tombales. Ça, là, depuis un an, depuis maintenant, oui, l'automne dernier, après que je me sois battu avec le consistoire par mail interposé, il était enfin de nouveau entretenu correctement. Les monuments, les stèles en haut à gauche sur la partie surélevée étaient illisibles, envahies par les herbes. Voilà, donc je tenais à dire que les travaux ont été faits et que ça me réjouit, c'est beaucoup dire, non, c'est une bonne chose de fait. Et puis maintenant, j'aurais une suggestion à faire. Est-ce qu'il est envisageable, après le schlamassel que nous avons actuellement, en automne ou au printemps l'année prochaine, de faire venir Jean-Louis Debré, Anne Sinclair à propos de leur livre et d'organiser une réunion pour les personnes qui sont concernées par le cimetière de Westhofen, soit historiquement, soit de manière familiale, comme c'est mon cas. Voilà la question que je vous pose. D'accord. Je vais répondre aux plusieurs questions de manière générale. Et après la profanation, avec les maires, avec les sociétés d'histoire et différentes associations, et l'Église catholique protestante, etc., c'était prévu qu'on organise un grand événement par rapport à la profanation. Mais ça veut dire que les projets qu'on avait, c'est un projet culturel. Ça veut dire que l'idée, c'est assembler les gens, parler, montrer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé peut-être, mais l'idée, c'est rassembler les villages, la politique, les associations, etc. Et tout ça, assembler aussi de l'argent pour restaurer les cimetières et pour faire des travaux. Par rapport aux 3 stèles, et après la profanation, on a restauré toutes les lettres qui se trouvent au cimetière. On a doré tous les monuments. On a nettoyé les 3 grands monuments. Par rapport aux stèles qui sont posées contre le mur, il y a beaucoup, c'est vrai. Et ça m'a choqué aussi. Et c'était prévu avec l'entreprise qui s'occupe des cimetières que cet été, on va prendre tous les stèles et on va réorganiser les cimetières. Pareil avec les petits cailloux, quand vous rentrez, côté gauche, après la maisonnette, il y a des pierres qui sont cassées. Des pavés, des sortes de pavés. Voilà, c'est les pavés qui étaient rendus plus tard au cimetière. Et on va en fait réaménager les cimetières. Intéressant. Merci. C'est réponse tout ce qu'il y a de plus satisfaisant. Merci, Yoav. Merci à vous. Bonjour. Il faut peut-être dire qu'il existe une association qui s'occupe de ce cimetière, avec M. Olivier Kahn notamment, et puis Loïc Boer aussi. Oui. Alors, ils sont là, Olivier. Qui sont là, qui devraient se manifester. Ouais. Olivier a parlé avant. Olivier, tu veux dire quelque chose? Oh, mais moi, je suis à la disposition, effectivement, Westhofen, pour beaucoup de raisons, me tient à cœur. Déjà, j'ai 30 tombes de ma famille qui sont là-bas. Et la deuxième raison, c'est que Roger, bien avant qu'il soit malade, m'a demandé de prendre le relais le jour où il ne serait plus là. Donc, c'est ce que je fais avec mes petites compétences. Voilà. Ce que je voulais dire qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a aussi un grand rabbin de France, Isaïe Schwartz de Trenheim,
qui reposent dans ce cimetière. Ça, on ne l'a pas mentionné. Et il y a les rabbins Guggenheim, le grand rabbin Max Guggenheim et le grand rabbin Ernest Guggenheim. Voilà. Merci, Olivier. À ce sujet, Moi, je suis dans l'annuaire à Strasbourg. Si vous voulez prendre contact directement avec moi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. au sujet des tombes des grands rabbins qui sont au fond du cimetière quand on descend l'allée principale, est-ce que ces tombes ont été rénovées après la profanation ou est-ce qu'elles sont encore dans l'état comme elles sont et qui est quand même pas spécialement bien pour des personnalités, entre guillemets. Vous parlez des rabbins Guggenheim ou du rabbin Isaïe Schwartz? Je crois Guggenheim, la tombe est dans Guggenheim, le rabbin Michel Guggenheim, avec qui je suis en contact, qui est grand rabbin à Paris, il s'occupe de la tombe de son grand-père et la tombe de son père. Okay. Il a d'ailleurs demandé des devis, donc il s'en occupe. Hein. Et je suis en contact direct avec lui. Hein. Monsieur Kahn, Laurent Blum, il faudra nous en faire part. Il faut surtout nous en faire part pour qu'on puisse aussi collaborer dans ce sens. Avec Michel Guggenheim, j'ai ses coordonnées téléphoniques et son mail. Hein. Il n'y a pas de... Il y a un moyen très simple de nous communiquer les coordonnées de l'association, c'est de mettre un mail sur le site du consistoire du Bas-Rhin, sur le site du consistoire du Haut-Rhin, et comme ça, une majorité de personnes, du moins en Alsace, pourront se joindre à l'association. Avec plaisir, monsieur. Merci. Avec plaisir. Salut Gérard, j'ai tes coordonnées, je t'enverrai ça sans problème. Hein, d'accord ? Eh bien, merci Loïc. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, je ne me suis pas présenté en fait, en vitesse. Je suis Benoît Meyer, il y a Claude Honnel on se connaît, des offices HK de Neuilly. Il y a Michel qui me connaît virtuellement. Voilà, moi je suis à Paris depuis très longtemps, enfin depuis cinq générations. Enfin ma famille plutôt, et donc mon nom Meyer, à la base ils sont d'Agno. Ils sont d'Agno, et avant qu'on s'appelle Meyer, on s'appelait Veil avant 1808. C'est ce que j'ai retrouvé. W-E-E-Y-L. Je suis Lévi aussi du côté de mon père, et c'était des Lévis de Niederbronn. Voilà. Pour faire un peu mes vieilles origines alsaciennes, mais enfin, l'Alsace, c'est moi, ça fait. J'y suis allé peut-être 5-6 fois dans ma vie comme ça, en vitesse. Et puis j'ai une autre partie alsacienne du côté de ma mère qui est Ecker-Bernheim. Là, j'ai un peu plus de famille. Je crois que Michel connaît mon petit cousin Ecker. Voilà, un petit peu pour vous resituer. L'Alsace, pour moi, est très loin, mais je retrouve tous les jours des infos. Et d'ailleurs, j'ai mon arrière-grand-père qui était né à Niederbronn et qui était parti au Brésil faire fortune dans les belles années vers 1890, 1920 à peu près. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses, et là-bas il reste des choses, et la communauté juive de Manaus souhaite faire des petites histoires sur mon grand-père, mon arrière-grand-père, et surtout l'histoire des Juifs de Niederbronn, pourquoi ils sont partis, à quelle période. Voilà, un petit peu pour me présenter. Voilà, mais l'Alsace et moi, c'est juste mon nom, hein, on va dire, et quelques sonorités de judéo-alsacien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Est-ce que, Alain Lévy-Sarrebourg, donc j'ai passé un peu de temps à Westhofen, est-ce qu'on n'aurait pas pu parler un petit peu, ou pas encore en parler, de la vie communautaire de Westhofen dans les années 50, 60? Il y a peut-être d'autres personnes qui ont passé un peu de temps là-bas. Moi, j'avais un oncle donc Alain Lévy, c'est mon nom, et j'avais un oncle, Jules Blum, que, à mon avis, un certain nombre de personnes doivent connaître. Le Jules, comment on l'appelait? Et moi, je me souviens des derniers offices dans les années 58-60 qui étaient faits par un dénommé Kahn. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça? Est-ce que je ne pense pas être seul à m'en souvenir? Tout à fait. L'histoire familière, des grands-parents partent à Westhofen. Et dans les années 50 à 65, je passais à peu près toutes les vacances.
On vous attend très mal. Je ne sais pas qui parle. Là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc, Lucien Metzger, mes grands-parents maternels étaient les frères Schwartz qui tenaient des boucheries. Et dans les années 50 à 60, j'ai passé tous les étés avec eux. Et donc, une quantité de souvenirs très précis. On n'entend rien du tout. Il y a quelqu'un qui a fait un partage d'écran malencontreux, je crois. Marc Friedman? Marc? Marc, le spécialiste de l'informatique, s'il te plaît. Je crois qu'il est parti, Marc. Hein. Non, non, mais il nous a laissé l'écran blanc. Là. C'est pas ça. Tu as fait un partage d'écran. Il faut fermer ça. Bon, et désolé si le son n'est pas bon. Bon, enfin, Je suis désolé, c'est une fausse manœuvre, je vais l'enlever. On avait compris, on avait compris. On t'excuse. Alors, on reprend. Oui, moi, ce que je peux dire, mon père m'a envoyé à Westhofen pour un office de Kippour. J'étais à peine bar mitzvah, ça devait être dans les années 64 ou 65. Et je me souviens donc que ça s'est passé dans la Kalstoup. Oui. Et c'était très intéressant, c'était un Kippour mémorable, puisque je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là, il y en avait qui ont assisté à ce Kippour, mais beaucoup sont venus avec des journaux, des romans policiers, etc. Enfin, c'était une ambiance judéo-alsacienne dont je me souviens avec émotion et grand plaisir. Il se passait la même chose dans beaucoup de communautés, entre autres à Mutzig, où les gens venaient avec une pile de journaux le matin et le soir, quand ils repartaient de la choule, il n'y avait plus de journaux à lire. Moi, j'ai vu beaucoup de gens arriver, même sur la mémoire à Strasbourg, avec un bouquin, n'importe lequel, dans une belle couverture qui faisait penser qu'ils avaient un livre de prière. Les derniers offices qui ont eu lieu à Westhofen, c'était dans quelles années? C'était les années 60, combien? 64, 65? En tout cas, pour Kippour, je vais avoir 14, c'était en 65 probablement. 65, ça devait être une des dernières années. Et la Kalstoup, c'était en réalité dans l'appartement de M. Samuel Schmoul, Samuel Kahn. Hein, non, parce que justement, j'ai dormi chez lui, oui, mais ce n'était pas chez lui. Alors, je pense que c'était vraiment… la Kalstoup. La Kalstoup était très proche de la synagogue elle-même. Il y avait à droite, sur la place, il y avait un monsieur Leder qui habitait là-bas. C'est bien possible. Et cette maison, c'était à droite, donc, quand on était en face de la choule, maison à droite. Donc, c'était un monsieur Leder. C'est exact, qui a fini sa vie à l'hospice Elisa, ce monsieur Leder. Ouais. Alors, on a deux demandes. Alors, il y a Claude Mendel. Bonjour. Oui, bonjour. On a parlé des rabbins enterrés à Westhofen. Je voudrais évoquer le rabbin Pogaček, dont la femme était la sœur de ma grand-mère. Et il était originaire de Russie, et aumônier militaire pendant la guerre. Tout son fils était rabbin à Metz avant de faire son alia, et son nom est associé à quelqu'un qui a défrayé la chronique en Israël, qui était Ruth Blau, que certains d'entre vous doivent connaître. Pardon, je n'ai pas compris le nom du rabbin dont vous parlez. Pogaček. Rabbin Pogaček. Pogaček, merci. Donc, le père Jean Pogaček était rabbin à Alkirch. Oui, il était rabbin à Alkirch. Après avoir été rabbin à Toulouse, après la guerre, il était à Alkirch. Et son fils a été rabbin à Metz. Tout à fait. Avant de faire son alia, et il a fondé une grande famille. Et son nom était associé à Madame Ruth Blau. Tout à fait. Qui a complètement défrayé la chronique en Israël. Voilà, je voulais l'évoquer. Merci. Alors, il y avait une autre personne qui voulait parler, je pense. Il y avait Martin. Martin, oui. Non? Non, merci. Merci. Moi, j'ai une question. Allô?
Ouais, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. On a parlé de différents rabbins et il y en a un qui n'a pas été cité et qui est peut-être le plus récemment enterré au cimetière en question, c'est le rabbin Claude Gainsburger. Tout à fait. Je crois qu'il est bon de citer sa mémoire aussi. Ouais. Il a fait beaucoup de choses. Jean-Pierre, peut-être Lambert peut en parler, au niveau du patrimoine juif. Tu veux dire 2 mots par rapport au rabbin? Moi, je peux... Le rabbin. Vas-y, Jean-Pierre, je t'en prie. Ah, mais je n'ai pas d'idée de Claude. Moi, je connais Moïse Gainsburger, il a fait beaucoup de choses. Et Claude Gainsburger. C'est pas le même, hein? Non, mais Claude, j'ai jamais trouvé je l'ai vu, c'était assez stable, mais j'ai jamais vu de papier historique sur lui, réellement. Claude Gainsburger était aumônier militaire à Strasbourg. J'ai été, tout comme Claude Denel d'ailleurs, un de ses secrétaires et chauffeur, il me semble, à l'époque où j'ai fait mon service militaire. Enfin, j'ai jamais vu de travail historique par lui. Moi, je l'ai très bien connu puisqu'il s'est occupé longtemps de Saverne. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup dépensé pour la communauté de Saverne. Et ensuite, avant de venir à Saverne, il était rabbin de Célestat et après de Haguenau. Il est venu à Saverne, il est devenu aumônier militaire. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très fidèle à la communauté, en particulier de Saverne. Et effectivement, c'était un personnage très, très attachant. Je confirme pour ce qui est de Claude Gainsburger à Célestat. Il a même logé 6 mois chez mes parents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a dépassé un peu le temps. Si vous avez 2 dernières questions. Très intéressant. Le projet, c'était intéressant d'entendre ce qu'il a fait. Pas compris. Alors, on n'a pas bien compris. Je dis que Claude Gainsburger, c'était mon père. Et j'ai dit c'est intéressant d'entendre ce qu'il a fait. Ah, merci beaucoup. Merci, Madame Chapira. C'était Madame Chapira. Oui. Janine. Je voulais juste faire un petit retour en arrière. On parle qu'il a existé une première synagogue à Westhofen en 1626. Et d'après le recensement des synagogues qui a été fait en 1843, une autre synagogue a été construite en 1760 qui s'avérait nécessitant beaucoup de travaux et de remise en état, ce qui a été fait par la suite. Et donc, par la suite, la synagogue plus récente a été construite en 1860 avec un apport d'ailleurs de la mairie qui avait aidé déjà pour la construction d'une nouvelle église et l'agrandissement du presbytère protestant. Et pour le bon équilibre entre les différentes régions, la mairie avait participé aux frais de la construction qui a été inaugurée en 1868. Merci Michel, merci. Peut-être juste faire un peu d'écran pour montrer le document cadastral. Oui. Oui. Tu veux faire partage d'écran? Je ne trouve pas. Alors là, il y a juste donc déjà une vue aérienne. Vous voyez? Pas encore. Voilà. Donc là, une vue aérienne de Westhofen avec la synagogue. Donc on voit les remparts, la gloriette et la synagogue qui est derrière. Il y en a une meilleure ici. Vous voyez là? Oui. Ouais. On voit la petite flèche. Tu peux bouger un peu la flèche, comme ça on voit. Voilà. Donc là, les remparts qui ont été restaurés depuis. Et ici, la synagogue. C'est un plan cadastral qui date du, je ne sais pas, deuxième moitié 19e. Bernard pourra peut-être confirmer. Et donc, a priori, c'était un des plans qui a été fait pour... alors, je ne sais pas si c'était la première synagogue qui, a priori, existait là,
Mais celle dont on parlait au tout début, c'est donc la maison qui a été vendue récemment, c'est celle-ci. Et l'emplacement actuel de la synagogue actuelle, c'est tout ça. Je ne vois pas le plan cadastral, on voit la photo. On voit toujours la photo. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Il faut que tu... Voilà. Voilà. Oui, ça vient. C'est reparti. Non. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ce sera intéressant de savoir où il était. Il y a également l'état de 42, l'état des synagogues, l'inventaire. Il faut voir ce qui est écrit dessus. Si je peux, C'est ce que je viens de te dire. Le 42. Donc, voilà, là on voit. OK. Voilà. Donc, Alors, il date de quelle année? deuxième moitié 19e. oui, je crois 1852, quelque chose. Hein. 1868. Vous m'entendez? Oui. donc, elle serait où la synagogue intermédiaire de 1760? Ça serait sous la synagogue actuelle, alors en bas? Oui, bah, a priori, il y aurait une première synagogue là. Et celle dont on parlait tout à l'heure, donc la maison qui a été achetée récemment. Oui, c'est ça. Oui, donc là, moi, c'est ce que j'avais lu, que la synagogue actuelle a été reconstruite sur l'emplacement de l'ancienne, donc de celle de 1760. Et le numéro 8, c'est quoi? Il y avait une maison au milieu, apparemment. Une maison, oui. Qui appartient aux Juifs, à la communauté? Elle n'existe plus. Elle a disparu, oui. Oui. C'est la maison dont je parlais, qui est la maison bleue où il y avait la Kalstoup. D'accord. C'est la 13, hein, là où il y avait la Kalstoup, hein, c'est le numéro 13. Oui, c'est là. Je parle là dans ce secteur. Ouais. Ouais, c'est par là qu'habitait M. Leder. Oui, mais c'est là qu'il y avait la Kalstoup. Okay, ouais. Donc on peut dire que c'est toujours resté dans le coin. Hein. Très bien. Laetitia, merci beaucoup. Rien. Alors, chers amis, je voudrais remercier à tout le monde. On était très nombreux. Yoav, oui. Tu m'entends? Oui. J'aurais encore quelque chose à ajouter. Oui. Disons, juste avant le confinement, on avait encore à la commune la traditionnelle réunion pour le bilan financier, pour le budget. Et bon, je pense que tu es au courant, mais je ne sais pas, bon, on n'a pas parlé. Donc, la commune a intégralement pris à sa charge les frais du nettoyage du cimetière. Oui, oui. Il n'y aura pas de facture. Ouais, je suis désolé, Laurent Blum. Je suis désolé, je ne l'ai pas mentionné, effectivement. Oui, merci. Le maire a été remercié. D'accord. En fait, le maire voulait être avec nous aujourd'hui, mais il avait une autre réunion. Tout à fait. Alors, encore une fois, Bernard, et Laetitia, et tout le monde, merci beaucoup. Aujourd'hui, on était vraiment nombreux, on était 82, c'est génial. Voilà, je vous invite demain, la même heure à 14h. Au Bernard. Et cette semaine, chaque jour, on aura à 14h. On aura Pas mercredi, pas mercredi, c'est Yom Ha'atzmaut. Oui, mais on aura un autre sujet chaque jour. Voilà. Merci à tout le monde. Merci encore. Et à très, très bientôt. Bonjour à tous. Allez, au revoir. Bonjour, Maître. Merci Olivier Kahn, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, merci à vous tous. Olivier.